Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir, monsieur Samari. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard ce soir. C'est la première fois ? C'est la première fois, avec plaisir. Eh bien, écoutez, on est ravis de vous accueillir à mes côtés, Stéphanie Marin, pour vous interroger. Et d'ailleurs, je vais lui donner tout de suite la parole. Elle va vous poser la première question. Bonsoir, monsieur le procureur. Bonsoir. Alors, la première question est directe. Quelle est la situation aujourd'hui au sein de la juridiction alésienne ? Alors la juridiction va bien, je vous rassure. On a de la chance d'être à effectif complet, aussi bien pour les magistrats du parquet que du siège. C'est un peu plus compliqué pour les fonctionnaires. Ceci étant, c'est une situation qui est exceptionnellement bonne de ce point de vue-là. Et je me plaindrai pas trop. On fait beaucoup de misérabilisme dans notre profession. Je me plaindrai pas trop. On est sous-dimensionné, mais par nature, toutes les juridictions françaises le sont. Donc ça va. Sauf que l'année 2020 était une année totalement hors norme au niveau de l'activité pénale, avant tout. Bon, pour les raisons... Alors, elle aurait dû baisser, très logiquement, avec le confinement qui a été particulièrement bien suivi et où la juridiction a été fermée, mais elle n'a été fermée qu'en apparence, puisque, par exemple, pour simple exemple, on a quand même réussi à faire que 35% de comparution immédiate en plus sur la période du confinement 2020 que sur la période 2019. On est quand même à rebours des autres juridictions là-dessus. On a atteint un peu nos limites en termes d'activité pénale, ce qui a des conséquences d'ailleurs sur l'activité civile, puisqu'un tribunal marche au civil et au pénal. Il marche sur ses deux jambes. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué pour nous cette année. Je ne vous cache pas qu'on finit un peu fatigué. Et l'année 2021 a commencé exactement de la même manière. Parmi la suractivité, il y a peut-être aussi une explosion des violences conjugales. On note 30% de déferments supplémentaires par rapport à 2019, il me semble, au tribunal d'Alès, donc contre 16% en 2019. Il y a 30% de déferments au tribunal pour les violences conjugales en 2020, contre 16% en 2019. Tout à fait. On a constaté très clairement une augmentation très importante. Alors, non pas tellement au début de l'année, mais au bout de 2 semaines de confinement. C'est vraiment les conséquences, selon vous ? C'était assez clair. Les gens n'en pouvaient plus, tout simplement. Oui. Alors les couples qui avaient déjà des difficultés, ça ne s'arrangeait pas avec les enfants au milieu. Alors, on a historiquement jamais eu autant de faits de violence commises en présence des mineurs. Et on a augmenté. On est passé de 16% des mises en cause déférées en 2019 pour des violences conjugales à 30%. Et je ne vous cache pas qu'on est à 32% depuis le 1er janvier. Oui. C'est vous dire si ça repart, parce que ça s'était plutôt calmé, heureusement, à partir du mois de septembre. Un mot sur la réforme de la justice, on en parle beaucoup. Elle prévoit des moyens supplémentaires pour l'exercice de l'activité. Quelles sont vos attentes en tant que procureur ? Les moyens supplémentaires, on les a eus. C'est-à-dire qu'en urgence, comme quoi quand on veut, on peut faire rapidement. En 3 semaines, il a fallu recruter, et on ne s'est pas trop plaint, je vous cache pas, 3 contractuels catégorie B, donc greffiers, pour 3 ans, et un juriste assistant qui est au parquet, j'ai beaucoup de chance, sachant qu'il y a quand même un problème. Actuellement, le problème des juridictions, c'est bien sûr le faible nombre de greffiers, le faible nombre de magistrats, mais très honnêtement, on arriverait à faire face. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de mal à juger réellement en audience publique, et les contractuels ne peuvent pas aller à l'audience. Ce n'est pas possible. Seul un greffier peut aller à l'audience. Et ça, c'est vraiment notre problème. Actuellement, très clairement, l'engorgement, il se situe au niveau des audiences. Et si je peux dire un mot là-dessus, oui, bien sûr. Il faut quand même savoir que pendant des années, aux audiences publiques, donc le public imagine ce que c'est, dans une salle d'audience avec 1 ou 3 magistrats, un parquet, des réquisitions, un cérémonial un peu théâtral, très, très classique, c'était des dossiers assez simples. Maintenant, la pression est devenue telle sur les délais d'audiencement, on est à 10, 11 mois, la pression est devenue telle qu'on ne met en audience que les dossiers pour lesquels il est impossible de faire autrement. Graves, des auteurs multiples, des faits contestés, ça c'est aussi un problème, ce qui fait que les audiences deviennent de plus en plus lourdes. C'est-à-dire qu'une audience à 20 dossiers, maintenant, n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Et en même temps, est-ce que ça pose pas un problème de reporter des audiences, même pour des faits plus mineurs, parce qu'est-ce qu'à un moment donné, la justice ne doit pas passer ? Ah mais la justice finit toujours par passer. Vous savez, je compare souvent la justice à un vieux moteur diesel comme on en trouve dans les vieilles Peugeot 504 pour ceux qui connaissent. Il a un peu de mal à démarrer, c'est long, il faut que ça chauffe.
chauffe. Par contre, une fois que c'est parti, c'est parti. Ça n'ira Oui. peut-être pas très vite au but, mais on va y aller à un moment ou à un autre. Tout sera jugé à un moment ou à un autre. Simplement, il faut qu'on fasse des choix. Je veux dire, pour nous, c'est clairement une question de choix. Bien sûr. La réponse pénale, laquelle elle va être? On a multiplié les alternatives aux poursuites, on a multiplié les ordonnances pénales, on a multiplié le plaidé coupable, dont je suis un très très fervent partisan. Le seul problème, c'est que maintenant, aux audiences de plaidé coupable, vous avez des dossiers avec des gens qui ont des casiers lourds. Eh oui. Donc, c'est plus compliqué. On dit un mot également parce que le département du Gard est confronté à un accroissement des violences, en particulier liées au trafic de stupéfiants. On en a parlé à de nombreuses reprises, en particulier pour Nîmes, dans les quartiers populaires nîmois. Comment on peut mieux lutter contre cette délinquance? Alors d'abord, c'est un peu moins vrai sur Alès. On a la situation est différente. Les fusillades, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. On a eu la première année où je suis arrivé en 2018. On incarcère à peu près tout le monde. Ça s'est beaucoup calmé. Ce qui ne veut pas dire que le trafic de stupéfiants a cessé. Très loin de là. Très loin de là. Le problème, il est toujours le même. Hein. Il est simple. C'est que quand vous pouvez gagner des milliers d'euros simplement en faisant le guet au pied d'une tour, ou même quelques centaines d'euros tranquillement, avec un travail qui finalement n'est pas absolument épuisant, même s'il peut être un peu stressant, c'est quand même compliqué de proposer autre chose derrière. Deuxièmement, moi je le dis toujours, hein, la justice, quand on arrive, souvent c'est trop tard. Hein. L'éducation, elle a été faite. Faut quand même comprendre que quand on a vu ses parents jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, ne rien faire, ou alors faire des actes de délinquance, les grands frères qui vont en prison, qui en sortent, c'est quand même très compliqué pour nous de rattraper derrière. Oui, bien sûr. Et le phénomène ne touche pas forcément que le milieu urbain, puisque dernièrement, on a pu en parler. Il y a eu un vaste trafic effectivement de drogue, d'argent, d'armes de guerre qui a été démantelé, rappelons-le, par les gendarmes notamment du Vigan, qui ont participé à cette opération. Et donc du coup on se rend compte que ça touche aussi le milieu rural. Ah, complètement. D'abord, les difficultés du milieu rural sont aussi extrêmement importantes. Les difficultés sociales qui sont moins visibles dans la société. Non, mais on a tendance à stigmatiser les quartiers populaires dans les milieux urbains. C'est très compliqué aussi en milieu rural. Après, et en plus, il y a une question, de discrétion. C'est-à-dire que c'est plus facile de faire son champ de cannabis, c'est plus facile de faire ses allers-retours, son petit trafic, dans un coin un peu plus reculé. Oui. Entre parenthèses, saluons le travail de la brigade des recherches du Vigan sur ce point de vue, qui a fait une très belle affaire, avec des centaines de grammes d'héroïne et de cocaïne, avec quand même un pistolet mitrailleur approvisionné. Oui. Le chargeur était plein, un fusil à pompe, un 357 Magnum approvisionné. Honnêtement, ça nous a presque surpris. On ne s'y attendait pas. Oui, c'est vraiment surprenant Oui, de découvrir on ne ça. s'attendait pas à en avoir autant. On a été heureux d'en enlever autant, très clairement. Mais voilà, ça se répand partout, Stéphanie ? Oui, je reviens sur les violences faites aux femmes, sans vouloir trop insister sur ce sujet, monsieur le procureur. Le protocole relatif à la mise en place du bracelet anti-rapprochement a été signé par les autorités la semaine dernière au tribunal d'Alès. Donc 3 sont désormais en fonction. Comment ça fonctionne ? Alors, en fait, d'abord, c'est prononcé de 2 manières. Ce n'est pas le parquet qui le prononce, je précise tout de suite, le parquet ne fait que le requérir. Donc, c'est soit un juge civil, un juge d'affaires familiales, dans le cadre d'ordonnance de protection, dans le cadre de conflits de divorce, où on voit qu'il y a une vraie difficulté entre le couple et un danger pour la conjointe, parce qu'en général, c'est quand même le cas. Soit c'est prononcé par un juge des libertés de la détention sur un contrôle judiciaire, soit c'est prononcé par un juge à l'audience, soit post-sententiel, comme on dit dans notre jargon, après la condamnation, par un juge d'application des peines. Donc, le principe, c'est que il faut l'accord, bien entendu, de la victime, ça va de soi. Il faut aussi, paradoxalement, l'accord de l'auteur pour placer le bracelet. Effectivement, on n'imagine pas le maîtriser de force et lui imposer ça. Oui. Ceci étant, le fait de refuser, c'est une violation de son contrôle judiciaire, donc l'incarcération derrière. Donc, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Il peut être prononcé en matière civile pour 6 mois, renouvelable éventuellement sur réquisition du parquet pendant 2 ans, et au niveau pénal sur 2 ans, de 6 mois à 2 ans en fait. Étant précisé que le principe, alors c'est posé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, donc il joue parfaitement son rôle à ce niveau-là. Après, enquête de l'AGAVIP, l'association d'aide aux victimes locales, pour déterminer si oui ou non c'est nécessaire. Le principe, c'est qu'il y a 2 zones. Il y a une première zone de préalerte
et ensuite une zone d'alerte. Donc les forces de l'ordre sont alertées en cas de franchissement de la première zone, et évidemment, donc tout de suite ils sont mis en alerte, et ensuite si on franchit la seconde zone, ils sont alertés. Ça va de 1 km à 20 km. 3, on se dit que c'est peu. Alors, moi, je ne suis pas trop inquiet, parce qu'un peu comme les téléphones grand danger, bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, je pense que tout le monde a compris à peu près l'idée. On en avait 2 quand je suis arrivé, on en a 6 aujourd'hui, il suffit de demander et on les a. Donc je pense que pour les bracelets anti-rapprochement, ça se passera exactement de la même manière. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend que ça prouve sa réelle efficacité ? Tout à fait. Alors, j'en ai requis un, pour tout vous dire, lundi. Il n'a pas été prononcé pour une seule raison par la juridiction, et à juste titre, parce qu'elle a prononcé une lourde peine d'emprisonnement ferme et une incarcération. Donc, en fait, ça va être prononcé très probablement, au vu de la manière dont les choses se sont passées, par le juge d'application des peines, lorsque la personne sortira de détention. Un autre sujet qui fait l'actualité ces derniers jours, Dumba, un éléphant d'origine asiatique, maltraité selon l'association One Voice qui défend la cause animale. Alors finalement, après l'enquête, est-ce qu'il y a eu maltraitance ? Absolument pas. Et dès le début, on a su qu'il n'y avait pas maltraitance. Alors pour vous dire que le procureur de la République a quand même fait ce qu'il faut, parce que j'aime bien les animaux. Donc quand j'ai eu le message de cette association, alors je peux même vous dire, c'était à 15h01. À 15h04, je l'ai retransmis au groupement de gendarmerie qui à 16h12 m'a envoyé un mail disant que la gendarmerie s'y transportait. Difficile de faire plus rapide, vous en conviendrez. Tout de suite, les gendarmes ont constaté qu'il n'y avait pas, a priori, en tout cas, pour autant qu'on puisse connaître l'habitat et la vie d'un éléphant, il n'y avait pas de problème particulier, c'était propre, il n'y avait aucune difficulté, et l'éléphant surtout, a priori, était en règle et connu de la DDPP. Moi, j'ai quand même pris mes précautions, c'est quand même un éléphant, il faut quand même faire attention. Donc j'ai fait diligenter, non pas une enquête parce que je n'avais aucune suspicion de maltraitance, mais simplement des vérifications supplémentaires qui ont été faites par un vétérinaire agréé, par la direction départementale de la protection des populations, par l'Office français de la biodiversité, encadré par les gendarmes qui ont dit que l'éléphant allait très bien. Et qu'en plus, il était extrêmement attaché à sa maîtresse, qui elle-même l'est aussi. Mais le sujet est donc clos. On ouvre notre sujet. C'est la future prison du Gard, Nîmes, Alès. Le cœur balance. On a un peu ce sentiment au ministère de la Justice. Selon vous, pourquoi la destination alésienne est plus cohérente ? Alors, encore une fois, je défends Alès. J'étais à Nîmes avant, donc je défends Alès parce que ça me semble avoir du sens. C'est-à-dire qu'une maison d'arrêt importante qui ferait probablement centre de détention au bout du compte, donc pour les courtes et moyennes peines, a du sens dans la mesure où il serait entre les deux villes qui approvisionnent quand même très largement. Il faut bien le dire. Par exemple, pour vous donner un chiffre, j'essaie de ne pas trop en donner, 87 écrous sur déferment en 2019, 140 du parquet d'Alès en 2020, sans compter tous les autres écrous par la juridiction, etc. et par l'instruction. Donc, on l'alimente quand même largement. Les voies d'accès sont quand même faciles. La RN 106, pour ceux qui connaissent, il n'y a aucune difficulté. Les trains, les TER, il y en a absolument tout le temps. Et ça permettrait de trouver, si on les trouve, parce que c'est quand même ça, en fait, le problème, des terrains un minimum isolés qui permettent d'y installer une maison d'arrêt. Et je ne parle pas uniquement en termes d'aménagement du territoire, ça n'est pas évidemment mon propos en tant que procureur de la République. Mais ça aurait parfaitement du sens. Pourtant, les Nîmois en particulier, des députés, des élus sont montés un peu au créneau parce que pour eux, il y a une question quand même de sécurité sur ces transfèrements incessants entre Nîmes et Alès qu'engendrerait ce centre pénitentiaire sur le territoire d'Alès. Et puis, est-ce que finalement, même si vous avez donné il y a quelques instants quelques chiffres importants sur les situations effectivement avec suite aux décisions qui sont prises par le tribunal et ensuite les personnes qui sont écrouées, est-ce que finalement quand même on se dit que la majorité des décisions, elles sont prises au tribunal judiciaire nîmois? Mais c'est évident. C'est évident que l'activité est proportionnelle. Elle est très importante dans les deux juridictions proportionnellement à sa taille, mais il est évident que c'est à Nîmes. Ceci étant, sur le problème de la sécurité des transports, excusez-moi, mais il va se poser dans l'autre sens aussi. Il va se poser dans le sens Alès-Nîmes, et il se pose actuellement. On a quand même des détenus qui parfois ne sont pas des enfants de cœur. Allez, pourquoi pas en plus Mais après, encore une fois, je ne suis pas un politique, je ne suis pas là pour... Oui, non, mais bien sûr. Et je ne serai peut-être plus là, d'ailleurs, à l'Est, lorsqu'elle sera construite au train où ça va. Mais bon, ceci étant... Il y a une interrogation quand même, il faut le dire. Elle est liée, je veux dire, à la présence de ce centre pénitentiaire sur Alès, avec la sauvegarde aussi de la juridiction alésienne et du tribunal d'Alès.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que le credo actuellement, c'est la justice de proximité. Disons clairement qu'Alès a toujours été une justice de proximité. Si j'étais mauvaise langue, mais je ne le suis pas, je dirais qu'il était de bon ton, il fut un temps de la supprimer. J'imagine qu'on est revenu là-dessus. Je ne pense pas que la juridiction d'Alès soit supprimée, en tout cas à court ou moyen terme, au vu de notre activité. Prison ou pas prison. Prison ou pas prison. Après, ça serait un plus, c'est évident. Mais très franchement, je pense que cette idée-là, qui était effectivement très prenante, a été abandonnée. Merci beaucoup, monsieur le procureur, d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions.